Amis supporters, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la première partie de saison des Verts. Et je suis pas seul pour ce concept. Je suis en compagnie de Runda SSE. Salut, comment vas-tu? Salut, merci à toi pour l'invitation. Très content de pouvoir débriefer cette première partie de saison. Il y a quand même pas mal de choses à dire et merci à Ouais. toi pour ton invitation. Bah écoute, merci d'avoir accepté. C'est très sympa. Comme je disais, je voulais revenir avec toi sur la première moitié de saison et voir ensemble ce qui nous a plu globalement. Et comment on trouve nos verts sur cette première partie de saison. On va faire un petit tour du côté du classement, quand même pour rappeler. Donc Saint-Étienne termine septième avec le bon résultat face à Bastia. Ils étaient dixième, arrête-moi si je me trompe avant cette C'est ça, ouais, confrontation. 10e. Ouais, dixième. Bon résultat aussi parce que au niveau des concurrents directs, ça a été moins bien, notamment du côté de Guingamp, Rodez et Paris qui étaient devant nous. Et donc, Paris, match nul. Rodez a gagné, mais je crois qu'ils avaient un point de retard et Guingamp a perdu. Donc ça nous permet de remonter quand même à la septième place, à 4 points. 4 points du Pau FC qui occupe la cinquième place pour la place de barragiste. Donc voilà, le résultat face à Bastia est positif là-dessus. Globalement, de manière générale, qu'est-ce que tu penses de cette première moitié de saison des Verts? Bah, déjà pour juger la première moitié de saison, il faut regarder au niveau des objectifs. L'objectif, c'est de monter. Mm. Donc c'est difficile pour l'instant de dire que cette première moitié de saison elle est réussie parce que si jamais on fiche le classement maintenant, bah on monte pas en on monte pas en Ligue 1. Donc voilà, pour l'instant, début de saison, c'est un peu des montagnes russes. On a eu Ouais. des bons moments, des mauvais moments aussi. Et là, on ressort peut-être la tête de l'eau, en tout cas, c'est ce que j'espère. Mais il va falloir faire mieux en seconde partie de saison, être beaucoup plus constant, être plus régulier même au sein des matchs, parce qu'on l'a vu notamment contre Bastia. Voilà, il y a des signes encourageants quand on voit notamment le match contre Angers, la première mi-temps contre Bastia. On voit des joueurs qui peuvent aller vers l'avant, qui peuvent faire de bonnes choses, mais certaines fois on voit des choses un peu plus inquiétantes avec des joueurs qui ont peur, qui ont vite fait de craquer mentalement. Et on voit quand même beaucoup de lacunes. Pour l'instant, je pense que l'effectif actuel de Saint-Etienne, il est pas rodé vraiment pour monter en Ligue 1 parce que on manque vraiment de constance. Mais en bougeant un peu ces joueurs-là et en faisant quelques recrues, il y a aussi la CAN qui arrive et ça me fait un petit peu peur. Je pense que on peut potentiellement accrocher ces places de barragistes parce que quand on regarde Pau notamment qui est cinquième est pas loin de nous à 31 points, mais pour ça il va falloir être beaucoup plus constant et pas craquer mentalement durant les matchs et marquer plus de buts aussi. Ouais, ouais, ben moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. On l'a vu notamment, c'est vrai, face à Bastia et cette rencontre en fait, finalement, elle résume assez bien cette première partie de saison de l'AS Saint-Étienne, parce que bon, même s'il y a le fait de jeu sur le penalty qui, selon moi, est offert au Bastia, tu sens quand même que ce penalty-là, il arrive à un moment où Saint-Étienne maîtrise plus trop le match. Ça rentre aussi dans la sortie dans le remplacement de Moefek. Et on a senti voilà que Saint-Étienne commençait à perdre le match au niveau de l'engagement aussi parce qu'ils font un premier quart d'heure, il faut bien le dire, ils font un premier quart d'heure exceptionnel. Dans l'entame de match, je crois que c'est le meilleur quart d'heure qu'ils font depuis le début de saison. Que ce soit dans l'engagement, moi ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait beaucoup de disponibilité. Ils allaient chercher les Bastiais très haut et c'est finalement, on se dit que c'est l'entame de match parfaite et c'est ce que Saint-Étienne aurait dû montrer, depuis au cours de cette première partie de saison et qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc voilà, et je suis un peu de la même façon sur mon analyse, c'est qu'il y a des choses qui sont très bonnes et il y a des choses qui sont beaucoup moins bonnes et on a quand même encore tendance à perdre le fil de nos matchs et c'est assez compliqué à expliquer. Est-ce que c'est mentalement? Est-ce que c'est physiquement? Il y a en tout cas des questions à se poser et du boulot.
Maintenant, je suis assez confiant, sur ce que j'ai vu, notamment face à Bordeaux, sur deux trois points que j'ai notés et on y reviendra un peu plus tard, mais notamment dans la disponibilité, dans les mouvements et c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi sur le match face à Bastia où il y avait beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de projections. Le bloc montait très bien au pressing sur le premier quart d'heure. Donc voilà, du positif quand même, histoire d'avoir ce petit point-là. Maintenant, je voulais voir avec toi les joueurs qui t'ont marqué. Moi, j'en ai trois en tête. Donc, je vais commencer et après, je te laisserai Vas-y, vas-y. m'exposer les tiens si tu en as. Pour moi, c'est l'Arseneur. Sur cette première partie de saison, vraiment, il est indispensable dans les cages. On a vu pendant sa blessure, notamment, Saint-Étienne est sur 5 matchs sans victoire et 5 défaites consécutives. Donc voilà, il fait déjà une saison, la saison précédente exceptionnelle. Là, sur cette première partie de saison, il est encore décisif sur beaucoup d'arrêts. S'il n'est pas là, je pense qu'on n'est pas aussi bien classé défensivement qu'à l'heure actuelle. Donc pour moi, voilà, l'Arseneur indéboulonnable dans les cages. Au niveau du milieu de terrain, je me suis noté Mouefek et Bouchoiri. Mouefek notamment parce que je l'ai trouvé très intéressant sur ces derniers matchs et plus précisément sur le match contre Bastia où dans ses intentions de jeu, sur le repli défensif notamment, il va gratter beaucoup de ballons, il s'est aussi beaucoup projeté et a récupéré des ballons très intéressants dans les 30 derniers mètres bastiais qui amènent à des actions dangereuses. Donc voilà, il doit encore confirmer, mais je trouve qu'il a montré de très bonnes choses et j'ai envie de le voir sur la deuxième partie de saison. À noter quand même que sa fin de contrat arrive en juillet prochain, donc ce sera intéressant d'envisager rapidement à le prolonger. Et donc moi de mon côté, le dernier joueur qui m'a marqué, c'est Bouchoiri, même s'il est un petit peu à l'image de l'équipe, comme tu as dit, sur cette première partie de saison, un peu en mode montagne russe. Il peut avoir de très bonnes performances et par moments il peut s'éteindre, notamment sur le match face à Bastia. C'est pareil, il fait partie des joueurs qui se sont éteints à un moment donné. Et voilà, j'ai envie qu'il soit plus régulier. C'est un joueur qui a un énorme potentiel, donc je pense qu'il peut apporter encore plus à l'équipe. Aussi il a par moments quelques actions offensives qui peuvent se terminer par un but et très souvent soit il se loupe, soit il tire au-dessus, soit il tire à côté des cages. Donc voilà, il doit aussi s'améliorer dans sa finition notamment et voilà, j'ai envie de le voir, progresser encore et voir ce qu'il peut apporter en plus, à cette équipe, en deuxième partie de saison, en sachant que très certainement il va partir à la CAN donc un peu comme toi, je me mets une réserve là-dessus, à voir, si ça va pas nous faire un petit peu défaut. Donc voilà, je te laisse m'exposer toi de ton côté, des joueurs si tu en as en tête. Ouais, bah, malheureusement, je peux pas en avoir, forcément beaucoup d'autres par rapport à toi parce que le début de saison, il a pas été incroyable comme on l'a dit, tout à l'heure. On Mmh, n'est pas dans nos objectifs pour l'instant. Je vais en citer 2 qui sont les mêmes que toi et je vais changer, pour un autre joueur. Déjà, au cage, forcément, oui, je suis obligé de mettre Gauthier Larsonneur. On est obligé de le mettre parce que, bah, on sait que pour, réaliser ses objectifs, il faut un grand gardien ouais. et Gauthier Larsonneur, il est grand déjà dans ses cages. Il Mmh. est pas forcément très grand par la taille, mais il est grand, parce qu'il fait des beaux arrêts. Mais, en plus, il emmène de la positivité dans l'équipe. C'est quelqu'un qui parle, qui donne des consignes, ça se sent sur le terrain. Il a souvent tendance aussi un peu à s'exciter, un peu à s'énerver, mais dans le bon sens. Par exemple, Mmh. je me souviens d'une action de Benjamin Bouchoiry, il y a quelques matchs, je me souviens plus du match malheureusement, à Geoffroy Guichard qui fait une erreur dans la surface et bah, Gauthier Arsenal tout de suite il lui gueule dessus quoi. C'est bien, c'est Mmh. c'est motivant et au cage, oui forcément c'est un gardien qui est très talentueux, qui est capable de sortir des très belles parades, même s'il n'est pas forcément beaucoup sollicité comme contre Bastia, et ben il fait ces arrêts là, il faut les faire ces arrêts et quand il est beaucoup sollicité, il les fait également. Donc franchement,
c'est certainement l'homme de ce début de saison. Il y a eu sa blessure, comme tu l'as dit, et sa blessure, elle nous a quand même fait du mal parce que Étienne Green, personnellement, je l'ai toujours bien apprécié comme gardien, mais il a pas les mêmes capacités à parler. Et en plus, ce qui n'aidait pas, c'est qu'il y avait un autre défenseur qui était absent, et c'est mon deuxième top, c'est Dylan Batubinsika, qui a fait un très bon début de saison. Ça a été un peu C'est vrai. compliqué au début, Ouais. ça a été un peu compliqué quand il est arrivé au début, mais petit à petit, il a su prendre de la confiance, ce qui est normal aussi. Il avait jamais joué à Saint-Etienne, fallait qu'il s'imprègne de cette équipe-là. Il a pris de la confiance, il a pris de la confiance. Et aux côtés d'Anthony Briançon, après, qui était pas trop lent début de saison, malade, même blessé, je crois, et qui est revenu. Ça s'est très bien passé. Il y a eu ce changement de système qui a aidé Batubinsika à vraiment, j'ai envie de dire, devenir le taulier de cette défense. Parce qu'on l'a vu quand il était blessé en même temps que l'Arseneur. Même Briançon, il avait un petit peu plus de mal. Il était moins en forme. Et Dylan Batubinsika, il apporte ça. Il permet de rassurer. Il permet de gagner des duels. Il est costaud. Il court vite. Techniquement, il est pas mauvais. Voilà, il y a quelques moments où c'est sûr, il a des difficultés. Comme contre Guingamp, on a été tous dans le mal et puis il perd beaucoup de duels. Mais aussi, il en gagne beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est très solide en défense. Et je pense qu'il faut un taulier comme ça. Et c'est pour moi le petit coup de cœur, j'ai envie de dire, de cette défense stéphanoise depuis le début de la saison. Et si on a été solide pendant très longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a réussi à être l'une des meilleures défenses jusqu'à ce qu'on dégringole un peu, mais on a été parmi les meilleures défenses, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années. C'est aussi parce qu'on avait cette charnière rassurante entre Briançon et Batubinsika, mais j'ai envie plus de mettre en avant les qualités de Dylan Batubinsika depuis son arrivée à Saint-Etienne, qui est vraiment très bon en défense. Et puis, troisième joueur, je vais en retenir trois aussi. Je mets pas Benjamin Bouchouari parce que, voilà, j'ai envie de dire, on le connaît, on l'a vu l'année dernière. Il a Mm. progressé malgré tout, mais voilà, il a tendance toujours à s'éteindre en deuxième mi-temps, et c'est pour ça que j'attends un petit peu plus de lui. Mais par contre, Aymen Mouefek, oui, Aymen Mouefek, il est là, il est très peu blessé. Et ça, c'est bien, ça a souligné parce que c'était souvent son problème. Et on voit que c'est un joueur qui est très important au milieu du terrain. Et surtout avec Benjamin Bouchouari, notamment, c'est très complémentaire. Mm. Euh, Aymen Mouefek, il est capable de récupérer beaucoup de ballons, de remonter les ballons. Ça manque un peu aussi dans le dernier geste, un peu comme tous nos milieux de terrain, même s'il a quand même réussi à marquer 2 buts. Mais c'est quelqu'un qui nous apporte énormément, et franchement, je suis content de son début de saison. J'espère qu'il va pouvoir continuer à enchaîner les matchs quand même comme ça, parce que physiquement, il est au-dessus. Si on a gagné la bataille du milieu de terrain, notamment jusqu'à où on s'est un peu effondré quand il est sorti, c'est parce qu'il était là. Il a fait un travail monstrueux, surtout en première mi-temps. Elle était vraiment exceptionnelle, sa première mi-temps. Et sur le but, je crois, de Cafaro, il fait un travail monumental avant que. Il doit faire la dernière passe avant que Chambou fasse la passe décisive. Il va chercher un ballon qui était quasiment perdu. Il se bat, il met de la folie, et c'est ça que j'ai envie. Que j'ai envie de mettre en avant chez lui aussi, c'est que c'est un joueur qui se bat vraiment. Il a des qualités, et en plus, ces qualités-là, eh ben, il les bonifie par son envie de bien faire les choses. Et c'est quelqu'un qui aime le club, qui aime jouer au foot, et ça se voit dans ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, si j'ai envie de retenir trois joueurs, c'est forcément Gauthier Larsonneur, Dylan Batubinsika et puis Aymen Mouefek. Après, j'ai envie de dire, les autres, ils sont un peu plus en dessous, ils sont beaucoup moins constants, même si certains arrivent à être bons sur certaines phases, sur certains matchs, mais il y a moins cette constance que ces trois joueurs-là. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est complètement vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé à citer Batou Binisika, mais c'est pareil, je suis complètement d'accord. Il s'est très rapidement et très bien intégré à l'équipe, et il est cette charnière centrale là marche très bien aux côtés de Briançon. Donc voilà, c'est aussi ouais une satisfaction pour moi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais une belle satisfaction. Moi, je voudrais quand même revenir rapidement sur les joueurs qui m'ont déçu, parce que c'est vrai que même si le reste de l'équipe n'est pas au niveau, il y a quand même euh, des joueurs pour qui j'attends plus. Et le premier va peut-être te surprendre un petit peu, mais pour moi, c'est Sissoko. Alors, Sissoko, c'est particulier parce que, en fait, c'est pas un joueur qui va porter le ballon, qui va apporter beaucoup de créativité à la manière d'un Jean-Philippe Crasso qu'on a pu avoir précédemment. Mais dans l'ensemble,
Sissoko, c'est 8 buts cette saison, mais c'est 4 buts sur penalty, donc ça fait que 4 petits buts dans le jeu, ce qui permettra également d'expliquer pourquoi Saint-Étienne, avant le match de Bastia, c'est seulement la 17e attaque de Ligue 2. C'est pas non plus de sa faute, parce que comme je dis, il a besoin d'avoir des ballons, mais voilà, il y a quand même certains matchs dont je me souviens aussi où il manque un peu d'envie, de lucidité. Par moments, je l'ai trouvé un peu en dessous aussi. J'ai envie d'en voir plus. Et je pense qu'il peut vraiment apporter plus aussi si notre milieu de terrain arrive à lui apporter des bons ballons. Sissoko, c'est pas ultra décevant, mais j'en attends plus. Moi, dans les joueurs qui m'ont vraiment, vraiment déçu, il y a Monconduit, Charbonnier, je pense que c'est la fin. Il est en fin de contrat cet été. Pour moi, il apporte plus assez. Victor Lobry aussi. Victor Lobry, il est arrivé comme étant un leader. Il arrive de Pau où il est très bon et à Saint-Étienne, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment réussi à s'imposer. Donc c'est pareil. Lobry, je crois il arrive aussi en fin de contrat cet été. Pour moi, faut vraiment qu'il se pose des questions. Il est plus titulaire indiscutable. Il a jamais vraiment réussi à s'imposer. Donc est-ce que ça vaut la peine de le prolonger? J'en suis pas sûr. Et il y a également Bentaïk, et Bentaïk, c'est intéressant d'en parler parce que bon, il est blessé, mais il arrive quand même avec une grosse responsabilité à remplacer Nkunku. Et bah en fait, on n'en a pas assez vu pour juger. Mais moi, de ce que j'ai vu, bah, je trouve que c'est en dessous et c'est vraiment ce qui ressort. Mais depuis des années, pas, c'est pas nouveau. Mais Saint-Étienne, quand ils perdent des bons joueurs sur ces dernières années, ils n'arrivent pas à recruter derrière un joueur qui est aussi efficace et aussi intéressant. Et Bentaïk, bah, c'est complètement l'image de ça. C'est voilà, pas au niveau pour moi de ce que j'ai vu, même si bon, il est blessé depuis un moment, donc c'est un peu difficile d'apporter un jugement définitif. Et en dernier, c'est Wadji. Parce que Wadji, c'est pareil, il est blessé et il s'en sort pas. Et je suis déçu parce que la saison dernière, il fait une super saison, 12 buts. C'est notre deuxième meilleur buteur. C'est l'attaquant dont on aurait eu besoin sur beaucoup de matchs, dans ses appels tranchants, dans la profondeur, dans sa capacité à apporter de l'explosivité. Et malheureusement, on l'a pas. Donc c'est pas de sa faute parce que comme je le dis, il est blessé. Donc voilà, c'est un jugement plus sur son état de forme que sur ce qu'il peut apporter au vert, parce que je suis certain que si Wadji est pas blessé, il peut apporter des choses très intéressantes dans la continuité de sa saison précédente. Donc voilà pour donner un peu plus de détails joueur par joueur sur moi les joueurs qui m'ont déçu. Je ne sais pas si tu veux apporter des précisions de ton côté. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, bien sûr. Après, concernant Wadji, c'est vrai que c'est difficile de le juger. On l'a Oui. vu 5 minutes, Mmh. mais je te comprends sur le fait que, bah, il joue pas. On nous avait annoncé Mmh. que sa blessure était pas grave, mais après, malheureusement, c'est pas vraiment ce qu'il a. On sait pas si ça vient de lui, si ça vient du club. Il y a pas vraiment de communiqué de données, même s'il y en a eu un peu, au mois de décembre, mais ce communiqué, il nous apprend pas grand-chose, en réalité. Heu je sais pas si c'est un problème qui vient de lui, du coup, du staff médical qui ne sait pas gérer cette blessure, mais c'est sûr que j'attendais beaucoup de ce joueur et je pense qu'on attendait tous beaucoup de ce joueur parce que Mmh. c'est quelqu'un qui est capable de prendre rapidement la profondeur et qui, voilà, c'est le profil qui manque à cet effectif parce qu'on n'a pas de personnes qui sont capables de donner des bons ballons en centrant et forcément, bah, ça amène les flops que tu as cités, comme Gaëtan Charbonnier. Bon, déjà, c'est pareil, il revient des croisés. Ça, je m'en doutais très bien. Un joueur de 35 ans qui s'est fait les croisés au mois de février, il va pas revenir comme ça. Ça c'est très, très compliqué déjà de revenir des croisés de base. Donc, plus tu avances dans l'âge, plus c'est compliqué. Mais malgré tout, c'est vrai que je suis déçu. Pas que par son niveau, parce que ça, je l'attendais, comme je t'ai dit, mais aussi par son envie. Encore une fois, c'est ce que je reproche à beaucoup de joueurs stéphanois, c'est l'envie. Et je vois pas un Gaëtan Charbonnier qui a faim, qui est déterminé quand il rentre. Encore une fois, même contre Bastia, là, c'est vrai que ce match contre Bastia, il résume beaucoup de choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mmh. Contre Bastia, les entrants, ils sont assez catastrophiques. Et d'ailleurs, ça revient Ouais. quasiment au flop que je vais citer aussi. Charbonnier, il a pas non plus faim, il a pas apporté
autant que j'aurais aimé voir. Il rentre pendant 10 minutes, un quart d'heure. Là, Mmh. il doit se bouger à fond, il doit se donner. Et c'est très compliqué. Il a perdu cette confiance aussi. Voilà, je me doutais bien qu'en marquant contre Bourg-en-Bresse, il allait pas la retrouver cette confiance. C'est pas vrai, ça revient pas comme ça non plus. C'est une équipe qui évolue en National 2, pas une équipe de Ligue 2. Ça n'a rien à voir. Donc forcément, je suis déçu aussi. Après, au milieu de terrain, Victor Lobry, c'est vrai, vraiment du mal à confirmer. D'ailleurs, je pense que c'est un des perdants pour l'instant sous Dalloglio. C'est le joueur qui n'a pas été convoqué, le seul qui était convoqué donc contre Bordeaux et qui n'a pas été convoqué contre Bastia. Donc je pense que Dalloglio aussi a eu un petit peu de mal avec les débuts de Victor Lobry, mais il peine à confirmer. Quand il était au Pau FC, c'était un joueur qui était très important. Il jouait également très haut sur le terrain. Peut-être qu'il ne fait pas non plus assez à Saint-Etienne, mais le problème, c'est qu'on a une grosse concurrence malgré tout au milieu de terrain. Il y a quand même pas mal de joueurs et ça pousse encore derrière. On a Cherfal, on a Mathis Amougou. C'est des joueurs qui peuvent petit à petit intégrer la rotation et je pense que c'est aussi dans les projets d'Olivier Dalloglio. Va falloir se séparer de certains joueurs et je pense que Victor Lobry va en faire partie parce que il n'arrive pas à passer ce cap, à franchir ce palier. Et je pense que aussi le fait de passer de Pau à Saint-Etienne, malgré tout, malgré le fait qu'aujourd'hui Pau est devant nous, donc ils sont meilleurs que nous, je parle pas en termes de niveau de jeu, mais en termes de forcément d'engouement autour de l'équipe. On sait qu'il n'y a pas les mêmes attentes à Saint-Etienne et du côté de Pau. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est dur pour lui. Après, peut-être qu'un déclic, ça peut ramener quelque chose, mais malheureusement, je pense que pour lui, il a perdu sa place. Même si j'apprécie aussi, parce que c'est un joueur qui combat, ouais, qui est combatif, mais qui est malheureusement trop maladroit. Thomas Monconduit également. Thomas Monconduit, c'est pour ça que Florent Tardieu est arrivé aussi au mercato estival, parce que Monconduit, il a eu sa chance, il n'y arrivait pas, ça fonctionnait pas, Tardieu est arrivé, lui a pris sa place, même si ça n'a pas été tout beau, tout rose non plus pour Florent Tardieu, Tardieu, ouais. mais, Thomas Monconduit, voilà, il a eu sa chance contre Bordeaux, Mmh. il l'a encore eu en fin de match, il n'a pas réussi à la saisir correctement et c'est une grosse déception aussi de mon côté, un joueur qui prend peu de risques, qui joue très lentement et C'est ça. il apporte Ouais. pas ce que j'attends de lui. Concernant Benteg, j'ai du mal à être déçu par Benteg parce que en fait, le problème c'est que j'attendais pas grand-chose de Benteg. Je pense qu'il est à son niveau tout simplement. C'est un joueur qui, pareil, je reviens là-dessus, mais qui a envie, mais par contre techniquement qui est très faible, qui a du mal, qui est très faible, qui sait pas comment se placer, qui a du mal à revenir, qui a du mal à défendre. En fait, c'est comme si on jugeait un joueur qu'on allait chercher en National 3, et qu'on le met par exemple en Ligue 2 dans notre équipe, et après on le juge, on le dit qu'il est pas bon, mais le problème c'est que voilà, il avait pas ce niveau de jeu là au départ. On l'a pas Mmh. connu jouer dans un autre club où il était vraiment bon. Même les supporters de Casablanca, certains avaient quand même beaucoup de mal avec lui. Donc quand il arrive dans un autre championnat, qu'il voit autre chose, il parle pas français, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai du mal à être déçu. Mais là où je suis le plus déçu, c'est les ailiers. C'est Mathieu Cafaro qui m'a beaucoup déçu. Euh, pas lors du dernier match parce qu'il était excellent, tout comme Dylan Chambaud. Mais les deux joueurs, ils m'ont déçu. Ils sont inconstants, ils sont incapables de percuter, incapables de centrer correctement. Il n'y a pas un Mmh. centre, il n'y a pas un corner, il n'y a pas un coup franc qui est bien tiré. C'est souvent trop mou, c'est des ballons en cloche, très faciles à capter, aussi directement dans le mur. Et ils n'arrivent pas à prendre assez vite leur couloir, ils font plus la différence techniquement. Cafaro, ce qu'il a sauvé lors de certains matchs où il aurait eu des notes catastrophiques, c'est qu'il arrivait toujours à un moment donné à faire une passe décisive ou à marquer. Et ça l'a un peu sauvé euh, à la vue de tout le monde. Mais lors des derniers matchs, il n'a pas été décisif, à part contre Bastia. Et tout le monde s'est mis un peu à lui taper dessus, mais ce qui était logique par rapport à son début de saison qui est pas bon. Et Dylan Chambaud, c'est pareil, c'est difficile. C'est un joueur qui peine à franchir ce palier, qui peine à confirmer. On ne sait pas s'il est meilleur à gauche, s'il est meilleur dans l'axe. Peut-être que là, il est meilleur à droite parce que Dalloglio a inversé entre Cafaro et Chambaud. Ça va peut-être être la bonne surprise. Mais pour l'instant, voilà, c'est un joueur qui me déçoit beaucoup. Et j'attends plus de lui. Sissoko, j'ai du mal pareil à juger parce qu'il a très peu de ballons. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui, des fois, on dirait qu'il n'a pas forcément envie. Mais lors du dernier match, il avait envie également. Donc ça peut changer certaines fois. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est dos au jeu. Il est très intéressant pour garder le ballon, pour garder le ballon, pour récupérer des ballons aussi. Maintenant, il va falloir qu'il apprenne à se retourner et à mieux trouver ses partenaires. Mais ce type de joueur aussi, quand tu le lances en 1 contre 1, il est capable de marquer et il lui en faut pas beaucoup pour marquer un but. Donc ce qui est très bien au moins chez lui, c'est qu'il est efficace devant le but. C'est vrai, il a marqué beaucoup de pénaltys, mais il n'a pas eu non plus énormément de face-à-face contre les gardiens. Mais ceux qu'il a eu, la plupart,
il a réussi à les gagner. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont décevants, notamment au milieu de terrain et qui jouent plus comme, Monconduit et Lobry. Et puis après, bah, c'est surtout au niveau des ailiers. C'est là qu'on a du mal à écarter et à faire passer les ballons. Donc c'est ces joueurs-là que je relèverai. Et également peut-être aussi Stéphane Diarra, qui est un peu à l'image de Cafaro, notamment, où il a du mal à être décisif et à bien centrer. Après, j'ai envie de rajouter un peut-être rapidement, c'est Denis Sapia. Il était bon l'année dernière quand il est arrivé, il a fait une super deuxième partie de saison, il faisait pas de bruit. Là aujourd'hui, voilà, il est plus en difficulté. Il a joué à gauche en début de saison, on a vu que c'était pas son poste. Là, il rejoue à droite, mais on le voit beaucoup moins également. Très peu précis. Voilà, techniquement, c'est faible. Il se fait souvent déborder sur son côté. Et c'est très très compliqué pour l'instant. Il va falloir aussi qu'il lève son niveau de jeu parce que je pense qu'au mercato, ce poste-là, il va être aussi visé. Et je pense qu'il y en aura pas mal qui vont être visés. Mais ça, on va peut-être en parler tout à l'heure. Donc je te laisse Oui, continuer. on en reviendra là-dessus, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, ouais, dans l'ensemble, pour conclure sur cette petite revue d'effectifs, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau. T'annonces Diarra, mais c'est vrai qu'on y reviendra sur la partie mercato, parce que Diarra, c'est pareil. Moi, je le suivais un petit peu au FCL, parce que c'est une équipe que j'aime bien garder une vision sur cette équipe-là. Et au FCL, c'est un peu le même constat. C'est un joueur qui déjà était pas titulaire indiscutable et il arrive en prêt à Saint-Étienne. On sait pas trop pourquoi. Il a des qualités de jeu dans sa percussion, notamment, qu'on retrouve pas dans cet effectif. Donc voilà, c'est pareil, c'est décevant, c'est ce que tu dis. Heu, Cafaro, je l'ai toujours trouvé, c'est un joueur montagne russe, pareil, il est capable du meilleur, il est aussi capable du pire. Dans l'ensemble, il fait beaucoup plus de pire que que de meilleur, c'est un peu triste à C'est dire, vrai. mais Pourtant, voilà. c'est un joueur qui a prouvé par le passé, notamment à Oui, Reims, il était mmh, fort, il était assez bon, mais c'est vrai qu'on sait qu'il est capable de faire de bonnes choses, comme beaucoup de joueurs dans l'effectif. Mais aujourd'hui, la réalité des choses, c'est peut-être que ces joueurs-là, ils n'ont plus le niveau. Des fois, j'entends dire que, voilà, on a quand même un effectif qui est complet avec des joueurs qui ont enlevé le niveau, même en Ligue 1, tout ça. Oui, mais ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, bah, c'est aujourd'hui, et peut-être que tu peux perdre en niveau. Et ton niveau actuel, c'est pas le même que celui que tu avais il y a 3 4 ans. Les joueurs évoluent aussi. ouais, ben de toute façon, cette revue d'effectifs, ouais, elle met bien en lumière les difficultés globales qu'ont Saint-Étienne. Après, si on peut faire quand même une petite partie sur la vision tactique des Verts, c'est ce qu'on disait. Pour rappel, Saint-Étienne, avant le match de Bastia, c'est simplement la 17e équipe au classement des buts marqués. Et après le match de Bastia, il remonte un petit peu à la 14e place défensivement et ça résume un peu ce qu'on disait en début avec notre charnière centrale, c'est la 6e au classement aussi, comme je le disais, grâce à l'Arseneur, heureusement. Et dans l'ensemble, pour résumer un peu, moi, ce qui ressort, c'est le manque de créativité et de mouvement, qui fait aussi qu'on n'a pas marqué assez de buts sur cette première partie de saison. Donc voilà, il y a beaucoup de points à améliorer. Et j'espère que Olivier Dalloglio va trouver la recette, comme on dit, pour améliorer ces points de jeu là qui manquent encore à Saint-Étienne pour être performant en Ligue 2 et retrouver une place tout au moins qualificative pour les barrages de remontée en Ligue 1. Ça me fait passer au sujet suivant qui est l'arrivée d'Olivier Dalloglio sur le banc de l'AS Saint-Étienne et l'objectif de remonter en Ligue 1. Est-ce que, avec sa vision du jeu et les deux petits matchs sur lesquels on peut se baser, c'est-à-dire la rencontre du match nul face à Bordeaux et la rencontre face à Bastia, est-ce que toi tu y crois? Est-ce que tu es quand même confiant sur les deux confrontations que qu'on a pu voir? Bien sûr que j'y crois. Quand on est supporter, on y croira tant qu'il y aura de l'espoir.
Et puis là, bah, il y en a, on n'est quand même pas dans la même situation que notamment Bordeaux. On est vraiment pas si loin que ça de cette place de barragiste. Même si, voilà, j'étais pas très motivé à l'idée au début de la saison par l'idée de monter grâce au barrage. Mais malheureusement, ça semble plus être, ce qui se dessine actuellement, même si ça peut aller très vite. On a une dizaine de points de retard, je crois, sur, Auxerre qui est 2e, ce qui est quand même déjà pas mal et je vois pas cette équipe lâcher et puis même Angers qui est 1re. Après, avec Olivier Dalloglio, je suis satisfait de ce que je vois pour l'instant. Il a pas eu beaucoup de temps. Ça fait une semaine et demie qu'il est là. Mais malgré tout, on voit quand même des améliorations au niveau de l'état d'esprit. Après, attention, comme je dis tout à l'heure, l'état d'esprit, ça peut changer très rapidement. On peut être bon un match et pas être bon les matchs suivants. On a l'habitude, malheureusement, côté stéphanois. Mais en tout cas, je vois un style de jeu pour l'instant qui est un peu plus cohérent. Des joueurs qui sont soudés. Je pense à Dylan Chambaud qui fait des retours défensifs contre Bordeaux. Et puis à tout le monde qui est impliqué également contre Bastia, surtout en première mi-temps. Mais des fois, il manque pas grand-chose. Il faut un petit déclic. Et peut-être que ce déclic, ça peut venir d'Olivier Dalloglio. Et on peut construire des choses rapidement. On a réussi à faire une série de 10 matchs sans perdre. Pourquoi on ne pourrait pas continuer, surtout en se renforçant au mercato hivernal. Et avec l'arrivée d'Olivier Dalloglio, il y a un nouveau projet, autre chose qui se construit. C'est un coach en qui j'ai quand même confiance. Il a pas mal regardé la Ligue 2 comme il l'a évoqué. J'avais interviewé sur ma chaîne un supporter de Montpellier la semaine dernière et il m'avait un peu plus parlé de cet entraîneur qui faisait notamment confiance aux jeunes, qui avait un projet de jeu, qui aimait bien être assez offensif, aller vers l'avant. On l'a vu sur ces derniers matchs et je pense que c'est ce qui manque à Saint-Etienne, d'aller plus rapidement vers l'avant, de se projeter. Et c'est ce qu'on a remarqué depuis qu'il est là. Même si contre Bordeaux, voilà, il n'avait pas eu le temps. Donc en 2 jours, son objectif, c'était pas d'aller vers l'avant, c'était d'être plus solide défensivement. Et ça a plutôt bien fonctionné aussi grâce à un grand Gauthier Larsonneur. Ça, c'est vrai, mais néanmoins, ça avait fonctionné. Contre Bastia, il a eu un petit peu plus de temps. Il a tenté plus de choses. Et notamment, ce qui a changé, c'est qu'il, je pense qu'il a dit à ses joueurs d'aller au pressing et de récupérer le ballon très haut. Et surtout, de jouer rapidement vers l'avant et de jouer également avec les côtés et en une touche de balle, chose qu'on voyait pas assez depuis le début de saison, que sur quelques phases, et on l'a plus vu sur ces matchs. Donc je pense que on peut être assez confiant pour la suite de la saison si on arrive à, bien entendu, bien recruter lors du mercato hivernal, parce qu'on va perdre des joueurs durant la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Mais en tout cas, on a un effectif qui est capable aussi de faire de bonnes choses. Il n'y a pas non plus des effectifs qui sont beaucoup plus conséquents en Ligue 2, même s'il y en a qui sont très bons comme Auxerre et Angers. Et je rappelle encore, pour moi, ça va être difficile de finir dans les 2 premiers. Mais au moins, si on veut prétendre à une place de barragiste, voilà, il n'y a pas une équipe qui est forcément très très constante devant non plus. Laval décroche peut-être un peu. C'est très beau déjà ce qu'ils ont fait, Laval. Mais ça peut être une équipe qu'on va peut-être rattraper par la suite si on continue comme ça. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est notre prochain match. Mais je pense que ça peut apporter un nouveau souffle, le fait d'avoir emmené Olivier Dalloglio. J'étais pas le premier à vouloir le départ de Laurent Batles, pas du tout, parce que pour moi la faute ne vient pas forcément de lui au départ, même si il m'agaçait au niveau de ses changements. Et à la fin, c'est vrai, j'étais plus pour parce que à cause justement de ces changements-là. Mais en tout cas, je pense que ça vient aussi de plus haut. Après, je me pose aussi une question. Oui, la remontée, j'y crois. On peut monter. Et après, pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Est-ce qu'on va redescendre aussi sec? Parce que il va falloir vendre ce club pour continuer en Ligue 1. Et il va falloir changer énormément de choses au niveau de la cellule de recrutement, au niveau de la direction, au niveau de l'état d'esprit qu'on inculque à ce groupe. Donc je suis plutôt, on va dire, sur une phase d'optimisme. J'aurais peut-être pas dit la même chose, c'est vrai, si on n'avait pas gagné contre Bastia, parce que c'était un match un peu bascule. Mais néanmoins, je me pose aussi beaucoup de questions pour la suite. Parce que monter, c'est bien joli, mais après, il faut rester aussi en Ligue 1. Non, mais c'est vrai que sur la remontée en Ligue 1, je suis assez d'accord avec toi. C'est que à l'heure actuelle, avec l'effectif, et si on en reparle rapidement, c'est que tu peux pas, même si tu compares avec les équipes les plus basses à l'heure actuelle du tableau en Ligue 1, le niveau de jeu et les intentions sont complètement différentes. Et c'est vrai que on en reparlera plutôt vers la fin de vidéo sur les objectifs de Saint-Étienne sur cette deuxième partie de saison. Mais à l'heure actuelle, c'est trop compliqué de se projeter sur une remontée en Ligue 1 en ayant ce qu'on voit et en comparant avec les équipes de Ligue 1, même les plus mal classées à l'heure actuelle.
Ça contrebalance un petit peu avec ma vision que j'ai d'Olivier Dalloglio parce que je suis un peu comme toi, je suis assez confiant. Notamment avec ce que j'ai pu voir face à Bordeaux et à Bastia, dans la disponibilité des joueurs et le jeu dans les petits espaces. C'est quelque chose que je n'avais pas vu avant et que j'ai vu déjà un petit peu face à Bordeaux, une combinaison à 3 joueurs dans un petit espace avec, un jeu un peu rapide qui permet de se sortir d'une situation délicate. C'est quelque chose qu'on a revu face à Bastia beaucoup plus de fois, parce que l'équipe allait mieux aussi. Et en deuxième mi-temps, même au moment où l'équipe va moins bien, j'ai vu deux, trois actions comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet de te sortir d'une situation compliquée. On sait qu'Olivier Dalloglio aime beaucoup le jeu avec une équipe qui a la possession du ballon. Et je pense que ça peut être très intéressant avec les joueurs techniques qu'on a notamment au milieu de terrain, de d'inculquer un petit peu cette idée-là de garder le ballon, de le faire vivre et de mettre de la disponibilité pour les joueurs. Donc ouais, je suis assez confiant aussi de cette arrivée. On sait que un changement de coach, ça peut redonner un boost à l'équipe. Donc il faudra voir, voilà, il faudra peut-être en reparler quand on aura vu 10 matchs pour pouvoir vraiment se donner un avis définitif sur l'apport de ce nouvel entraîneur. Si tu veux bien, on enchaîne tout de suite sur le mercato. Le mercato Ah oui. qui est important, mais le mercato, quel mercato pour l'AS Saint-Étienne? Quel mercato quand on sait qu'on a deux dirigeants qui sont en manque de moyens, un club qui est en manque d'ambition sur le recrutement. Encore une fois, je vais me répéter, mais pour moi, le Bentaïk, ça remplace pas Nkunku. Jean-Philippe Crasso, on lui trouve pas de remplaçant dans l'animation offensive. Donc voilà, quel mercato, en sachant en plus que on parle déjà d'un passage de l'ADN devant la DNCG l'année prochaine avec un budget de 10 millions qui doit être trouvé jusqu'au mois de juillet. Donc ça passe forcément par des ventes parce que nos deux présidents comptent pas réinjecter de l'argent. Donc des ventes, à l'heure actuelle, le joueur le plus bankable dans cette équipe, c'est Benjamin Bouchoirie, évalué à 4 millions sur Transfermarkt. J'entends aussi des rumeurs, on parle d'Irving Cardona, ancien Brestois, actuellement à Augsbourg. Cette année, c'est 3 titularisations pour 0 but. L'année passée, il rejoint Augsbourg en 2022, c'est 10 titularisations pour un but. Il connaît Olivier Dalloglio du côté de Brest. Et du côté de Brest, son bilan sur 2022 et 2021, c'est 42 titularisations pardon, pour seulement 5 buts. On parle d'un attaquant de profondeur. Moi, Yervin Cardona, effectivement, du peu que je l'ai vu jouer à Brest, il a ce profil-là. Mais dans la finition, c'est pas ça. On parle également d'Adrian Gerbic, qui est actuellement du côté de Lorient. C'est compliqué aussi. Un match cette saison. En 2022-2023, c'est un prêt à Valenciennes en Ligue 2 plutôt positif. 14 matchs pour 9 buts. Et dernièrement, on parle de Moïse Dion, qui est du côté de Strasbourg cette année. Il fait seulement 10 matchs, un but. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'en 2022-2023, il était en prêt à Annecy en Ligue 2 et c'est 36 matchs pour 15 buts. Donc on a trois profils d'attaque, quelque chose qui revient sur le profil recherché par les dirigeants pour ce mercato. Et sur les trois profils qu'on nous présente, c'est Gerbic et Cardona, je les connais un petit peu mieux et effectivement c'est la profondeur, mais on voit que ça marque pas beaucoup. Et Dion, je le connais pas beaucoup, mais ça avait l'air de plutôt bien marcher en Ligue 2 et par contre en Ligue 1, ça a un peu de mal à confirmer. Donc on sait pas trop quoi penser de ces profils-là, ça marque pas beaucoup, c'est pas beaucoup titulaire sur ces dernières saisons. Est-ce que toi, c'est des profils qui déjà, et c'est intéressant d'en parler parce que ça revient sur le manque d'ambition dont je parlais tout à l'heure.
Est-ce que c'est pas un petit peu à l'image des mercatos qui s'enchaînent et ce manque d'ambition dans le recrutement et le profil d'attaquant dont on a besoin avec la blessure notamment d'Ibrahim Awadji, pour rappel. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces trois profils déjà et de cet attaquant recherché pour ce mercato d'hiver? Ouais, bah, déjà merci d'avoir donné, ces 3 noms. Après, le problème c'est que ces 3 noms, ils ressortent tous les ans. Bah, surtout 2 quoi. Oui. Mm. Cardona, ça fait des années qu'on le voit. Bah, il est parti à Augsbourg, il a préféré l'Allemagne à Saint-Étienne l'année dernière. Il était déjà pisté, par les Verts. C'est vrai, il a connu Dalloglio. Ça peut être un profil intéressant, mais c'est vrai, j'ai regardé un peu tout à l'heure aussi, ses données de performance cette année. Il est toujours blessé, il est inapte, il ne joue pas. Non, clairement, pour moi, c'est pas le type de joueur qu'il faut recruter. J'ai peur que ça fasse comme Enzo Crivelli, quand il est venu à Saint-Étienne il y a 2 ans. Non, il faut pas prendre un joueur qui est tout le temps blessé. C'est pas du tout une prise de risque qui est intéressante pour nous, en tout cas de prendre un joueur comme ça, parce que s'il est blessé à Augsbourg, il va pas être mieux à Saint-Étienne. On n'est pas connu pour remettre les joueurs bien Non. correctement Mm. et qui ne se blessent plus, bien au contraire. Donc déjà, quand on a ton Hannibal à ce niveau-là, je pense que c'est pas une bonne chose de prendre un joueur qui est blessé. Sinon, le profil, il peut être assez intéressant. Mais voilà, c'est pour moi pas une des priorités. Tu dit Grbić, ça c'est pareil, c'est une rumeur qui revient tout le temps. L'année dernière, on en a déjà parlé, lors du mercato, hivernal, quand on cherchait aussi, un attaquant. Ça s'est pas fait et est-ce que ça se ferait cette année potentiellement? J'ai du mal aussi à y croire parce que ça revient tous les ans et ça se fait pas. Ça va peut-être finir par se faire un jour, c'est vrai, mais là, pour l'instant, non, je pense pas qu'à l'heure actuelle, ce soit, le type de joueur qui viendra à Saint-Étienne. Il a fait un très bon prêt du côté de Valenciennes l'année dernière, c'est vrai. Mais je le vois pas revenir en Ligue 2 une nouvelle fois. C'est un joueur, voilà, qui avait été bon, je crois, à Clermont en Ligue 2, c'est là qu'il avait prouvé. Heu et puis il aimerait certainement s'imposer dans une équipe, de Lorientaise qui est en très grosse difficulté. Peut-être qu'il va, avoir sa chance, plus souvent aussi. Donc je le vois pas personnellement, venir, du côté, de Saint-Étienne et Moïse Saïdion, il a été très bon l'année dernière à Annecy. Je l'avais un peu suivi, on entendait souvent parler. Il a fait un super prêt. Il nous avait fait très mal également, on les avait affrontés il y a quasiment 1 an jour pour jour. Je crois qu'il avait marqué un doublé. On avait souffert à Annecy et il avait marqué un doublé à ce moment-là et c'est un joueur qui est très bon, qui marque des buts, mais Strasbourg, c'est pareil, ils sont inconstants cette saison et peut-être que Moïse Saïdion aura sa place du côté, de Strasbourg. Donc ces 3 noms qui sont sortis là, 3 noms qui sortent quasiment le même jour d'ailleurs, alors que le mercato il reste 10 jours. On sait qu'on n'arrive jamais à faire quasiment les noms qui sortent immédiatement. Donc je vois pas ces 3 joueurs-là, qui vont rejoindre Saint-Étienne, durant ce mercato hivernal. À mon avis, on va plutôt se porter vers des autres profils qui sortiront, peut-être plus tard. Et il faut pas oublier qu'il y a ce fameux outil là, la data, qui est très très intéressant à Saint-Étienne, qui nous a permis de recruter Benteg. On l'a vu qui fonctionne vraiment bien cet outil, qui va certainement nous aider à aller chercher des joueurs qu'on ne connaît pas et qui vont nous époustoufler par leur talent. Parce que faut bien se dire les choses, les statistiques, ouais, on n'aura pas un joueur qui a des statistiques folles, qui va venir à Saint-Étienne, qui joue en Ligue 2. Ou alors il aura des statistiques folles dans un championnat j'ai envie de dire, de seconde zone, même si la Ligue 2 c'en est déjà un petit peu un, mais Mm. encore dans un autre pays. Je pense pas, voilà, qu'on va recruter un joueur qui a marqué 15 buts en Bundesliga, quoi. Ça va pas être du tout ce Non, type c'est de vrai. profil qui vont venir Ça dans un. paraît effectivement très compliqué d'aller chercher ce type de profil, ouais, à l'heure actuelle. Mais en général, de toute façon, pour conclure sur ces pistes et ces premières pistes qui sont sorties et l'attaquant recherché par Saint-Étienne, finalement, c'est le mal un petit peu qui touche le recrutement depuis maintenant plusieurs saisons. Et ce fameux attaquant recherché que on n'arrive pas à retrouver. On a eu un petit peu de d'étoiles dans les yeux, si je peux dire, avec Jean-Philippe Crasso qui nous a quitté l'été dernier. Mais finalement, on se rend compte que c'est un profil qui est recherché à chaque mercato. Et à chaque mercato, on n'arrive pas, on perd un attaquant qui s'impose, qui a des statistiques, qui est bon.
Et à chaque fois qu'on cherche à remplacer cet attaquant, on tombe sur des déceptions. Donc moi, je suis un peu du même avis. Les trois profils présentés me hype pas tant que ça. C'est sur ces derniers matchs et ces dernières saisons, on sent que c'est compliqué, même si ça reste des statistiques, comme tu l'as très bien dit, on n'est pas le genre de club à être capable de relancer des joueurs. Donc voilà, je suis un peu mitigé. En plus, on sait que bon bah Saint-Étienne est en Ligue 2, donc c'est compliqué pour attirer des joueurs. Et dans l'ensemble, le manque de moyens fait que de toute façon, oui, ce sera un profil de Ligue 2, peut-être un profil qui sera cherché dans d'autres championnats moins compétitifs. Donc voilà, je sais pas trop qui va être trouvé en attaque. Ce qui est sûr, c'est que il y aura très certainement un attaquant durant ce mercato, mais compliqué de trouver un nom et compliqué de trouver quelqu'un qui puisse apporter un vrai plus à cette équipe. Euh, Et puis Défensivement, faut bien j'entends. Oui, faut bien attends, je voulais juste revenir, faut bien se dire les choses. C'est pas un attaquant qui est en pleine forme non plus qui va venir au mercato hivernal, hein, parce que malheureusement, les profils qui arrivent durant les mercatos d'hiver, c'est des joueurs qui essayent de se relancer ou des joueurs qui ont pas de club. C'est mm, jamais un joueur qui marche très bien qui va rejoindre le club, à moins que tu sois un club qui joue le haut de tableau et du coup, quelqu'un qui a fait une bonne partie de saison peut rejoindre un club. Mais là, dans le cas de Saint-Étienne, malheureusement, ça va pas être quelqu'un qui est en très très grande forme dans tous les cas, quoi. oui, oui, bah oui, non, mais de toute façon, c'est le cas. En défense, on parle aussi d'Ivan Masson, qui est du côté du Maccabi Tel Aviv à l'heure actuelle en Israël. On sait que le contexte géopolitique en Israël est compliqué ces derniers temps. Donc, il semblerait qu'il revienne du côté de Saint-Étienne. Yvan Masson, moi, je me souviens d'une saison 2020-2021 assez intéressante, mais dans l'ensemble, c'est un joueur qui a pas réussi vraiment à s'imposer dans cet effectif. Et du côté de Saint-Étienne plus globalement. Donc, est-ce que c'est un vrai renfort? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut s'intégrer à leur rotation de cette équipe? Je pense que oui, éventuellement dans la rotation, pourquoi pas, mais est-ce que ça peut être un titulaire? Je pense pas. Donc voilà, on en parle. Je sais pas si toi tu as un avis sur Yvan Masson Mmh. différent. Bah, le problème de Masson, oui, on en parle depuis quelque temps, il va certainement revenir, au vu du contexte que tu as évoqué. Mais, il a fait une bonne saison 2020-2021, mais il a pas joué longtemps. Il a dû jouer 3-4-5 matchs, pas plus, parce qu'après il s'était blessé. Non, peut-être un petit peu plus quand même, mais il s'était Dans mes blessé, je crois. souvenirs, il fait quand même 30 matchs Ah 2020-2021, mais ouais, ah il est blessé. C'est peut-être la saison d'avant. Hmm. ouais, je sais, oui, peut-être, oui. Il y a une saison, en tout cas, il s'était vraiment blessé à Saint-Étienne et il avait fait un très bon début. C'est peut-être la saison d'avant, ouais. Hmm. Mais le contexte, il était très tendu aussi avec lui, du côté des supporters. Il est pas apprécié du tout, notamment par des mots qu'il a dit dans les différents parkages. Je crois même que c'était à Sochaux l'année dernière. Aussi, quand il était au Paris FC, il a fait des déclarations par rapport au fait qu'il ne voudrait pas revenir à Saint-Étienne. Voilà, là, il s'est mis un peu des bâtons dans les roues avec toutes ces déclarations. Et je n'imagine pas retrouver une place de titulaire, notamment à Geoffroy Guichard. J'imagine pas l'accueil qu'il va avoir, la pression qui va lui être mise par tous les supporters. À mon avis, c'est pas une bonne idée de le faire jouer. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est en train de regretter ce qu'il a dit parce qu'il s'est dit ouais, de toute façon, c'est bon, je suis parti, ça va se finir, et puis bah, je vais trouver un autre club. Il s'attendait pas à ce que ça se passe ça en Israël. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution, et à mon avis, il va pas rejouer un match avec Saint-Étienne, même si en soi ça peut être un profil intéressant, quelqu'un qui connaît très bien le club, qui a été important sur des matchs. Je suis d'accord avec toi, ça a été quelqu'un d'important, mais au niveau mental, est-ce que c'est quelqu'un qui va aider ce groupe à aller vers le haut? On dit déjà qu'on est très faible mentalement. J'ai pas le souvenir d'un maçon qui tire le groupe vers le haut, bien au contraire. Et en plus, avec ce contexte, avec les supporters et tout le monde, je pense pas que ce soit une bonne solution. Il faut plutôt se tourner vers d'autres joueurs, à mon avis, côté stéphanois. Complètement. Pour rebondir sur ce que tu dis sur Yvan Masson, c'est vrai que je vois pas trop dans quelle mesure il peut retrouver une place de titulaire et une place dans cet effectif de manière générale. On sait encore plus à Saint-Étienne que quand tu te mets le public à dos, c'est compliqué. Et si on met de côté l'extra sportif et juste ses qualités de joueur et ses qualités sportives, c'est
pas le profil de défenseur vraiment dont on a besoin. Tu disais mentalement que c'était compliqué, et je pense que oui, c'est ce qui ressort, et je vois pas trop euh, de quelle manière c'est un renfort sur ce mercato. Donc je sais pas s'il sera reprêté à son retour, mais en tout cas oui, je le vois pas vraiment apporter quelque chose en plus à cet effectif à l'heure actuelle. Moi, de mon côté, pour passer sur d'autres profils auxquels je pense, j'aimerais bien voir un ailier dynamiteur. Tu as dit que, en début de vidéo, que globalement, tu étais déçu par Diarra et Cafaro, et c'est quelque chose aussi que je partage. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et je pense à un profil et à un nom, mais qui me semble impossible à aller chercher, mais c'est vraiment le joueur que j'aimerais avoir, c'est mon coup de cœur sur cette Ligue 2, c'est Gauthier Hein. Gauthier Hein qui est du côté d'Auxerre actuellement, ça carbure, Auxerre ça carbure en Ligue 2, Gauthier Hein ça carbure en Ligue 2. C'est vraiment un joueur, et c'est pour ça que j'ai noté son nom, c'est parce que c'est le profil type d'une attaque qui se projette, d'une attaque qui a du mouvement, qui a de la technicité, et je trouve que c'est le joueur qui résume bien ce profil recherché. Gauthier Hein, sur Transfermarkt, c'est à peu près 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros, même si honnêtement ça vaut plus, donc je pense pas que ce sera le joueur que Saint-Étienne réussira à aller chercher, mais dans le profil, c'est un type de joueur comme ça que j'aimerais bien voir, un ailier capable de dynamiter, capable de mettre du mouvement, capable de faire la différence, et apporter un vrai plus au visage offensif de l'AS Saint-Étienne. Je sais pas si tu penses à quelqu'un, toi, de ton côté, ou si cette idée-là de ce profil de l'ailier dynamiteur te plaît. Ouais, je pense pas forcément à grand monde en particulier, je vais plutôt laisser les noms arriver, mais oui, c'est ce type de profil-là qu'il faut. Quelqu'un qui percute, qui est technique et qui finit ses actions aussi. C'est le cas de Gauthier Hein. C'est impossible qu'il vienne à Saint-Étienne, hein, parce que bah, au-delà du prix, c'est un joueur qui était à Auxerre l'année dernière déjà en Ligue 1, qui était bon en Ligue 1. J'ai pas compris pourquoi déjà il n'y a pas un club qui s'est penché sur lui. Il est resté en Ligue 2 avec Auxerre. Il Il joue prolonge la à montée avec Auxerre. Auxerre. Il prolonge de Ouais, 3 ans à Auxerre après son excellente saison en Ligue 1. C'est invraisemblable, mais il prolonge à Auxerre. donc ça montre en plus que c'est quelqu'un qui doit profondément aimer la JOCR. Mm. Imagine, il quitte Auxerre pour rejoindre Saint-Étienne. Déjà, Auxerre va jamais vendre à un concurrent pour la montée. Et imagine comment il sera apprécié après des supporters d'Auxerre. Non, c'est impossible que ça arrive. Et puis, il y pense même pas parce que je suis persuadé qu'il adore Auxerre et puis qu'il s'éclate en plus. Et il va pas aller, il va pas s'amuser à prendre des risques pour rejoindre Saint-Étienne, Non, non, qui c'est est vrai. moins bien Mm. que son club. Et non, non, ça, c'est impossible. Mais c'est vrai que ce type de profil-là, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Quelqu'un qui est aussi capable de centrer parce que il faut un ailier qui soit percutant et qui centre. Voilà, qui mette des ballons dans la surface. Et peut-être que Sissoko, notamment, arrivera à faire la différence après, à plus se Mm. projeter, et des autres également. Mais c'est surtout pour moi sur les côtés qu'il faut recruter, que ce soit des ailiers percutants et puis également des latéraux qui arrivent à mieux garder leur couloir, à moins se faire prendre de vitesse. Parce que je parlais que pour Denis Sapia que c'était compliqué. Pour Léo Petro, ça allait un peu plus également ces derniers temps. J'avais bien aimé son début de saison, mais là, c'est un petit peu plus compliqué au fur et à mesure. Il n'hésite pas non plus à se projeter vers l'avant et tout. Sa qualité de centre également laisse à désirer. Mais il faut renforcer ses côtés parce qu'on a tendance à vraiment prendre l'eau. C'est pour moi un de nos principaux défauts. Les côtés, il faudrait quasiment doubler tous les postes, hein, on va pas se mentir, mais c'est impossible. Euh, mais en priorité pour moi aux joueurs qui jouent sur les côtés. Donc que ce soit les ailiers ou que ce soit les latéraux, voilà, il faudrait 4 arrivées limite, un à chacun de ces postes au moins. Et puis bien évidemment des départs parce on peut pas garder tout le monde aussi. Et après, bah, j'espère que les idées de profil, ils viendront aussi du centre de formation parce qu'il y a de la qualité. Mais pour ça, je fais confiance à Olivier Dalloglio, sans lancer bien évidemment ces joueurs-là tout de suite dans le grand bain, 90 minutes d'affilée. Mais on les a rentrés au fil du match. On a vu certains joueurs qui étaient intéressants, notamment en Coupe de France. Et encore une fois, je reviens au milieu de terrain à Mathis Amougou qui avait fait un bon match. Mais on peut aussi parler d'autres joueurs comme Bladi, comme Owusu, comme Karim Sissé, même si j'ai un peu plus de mal avec Karim Sissé pour l'instant, comme
en LHJDA également. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui peuvent faire ces choses-là et j'attends de les voir, mais ça doit pas nous empêcher également de faire un bon mercato avec des profils, dynamiques, surtout pour nous remettre un peu, Ouais, mais dans le avec droit un petit chemin. peu des ouais, dynamique et avec, un petit peu d'expérience parce que Oui, bien évidemment, oui. une montée, ça se joue aussi à l'expérience. On a vu, Saint-Étienne, tester la jeunesse et on a vu ce que ça a pu donner. On sait que l'expérience dans le football, c'est quelque chose qui est malgré tout important. Tu parlais du milieu de terrain et de la montée d'un jeune, Amougou, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est un profil aussi que j'ai noté parce que si jamais on perd Lobry et également Monconduit, chose qui, je pense, enfin pour moi, Monconduit et Lobry sur ce mercato, faut qu'ils trouvent un autre projet sportif. Si on perd notamment Lobry sur ce milieu central, je pense qu'on va commencer à manquer de solutions. Donc j'ai noté aussi un milieu créatif, aussi parce que pour moi, Mouefek et Bouchoirie doivent encore confirmer. Et en plus, Bouchoirie, on sait que ça tient pas 90 minutes. Il est très souvent remplacé à la 60e, 75e minute de jeu. Donc voilà, un profil un peu créatif, peut-être un peu plus solide offensivement, capable de finir ses actions. Donc profil peut-être à creuser pour les recruteurs. Je sais pas ce que tu en penses, toi de ton côté. Ouais, il faut forcément aller chercher quelqu'un, d'expérience au milieu de terrain, qui est capable de distribuer des ballons à nos joueurs sur les côtés. Ça, c'est quelque chose qui manque, un profil, plus offensif, qui frappe, qui tente des choses. C'est sur ce poste-là aussi qu'il faut, recruter. Tu as tout à fait raison, donc je suis d'accord avec toi et j'imagine que, bah, j'espère en tout cas qu'on s'est tourné, vers ce type de profil, capable, de construire les choses et puis, bien évidemment, il faut de l'expérience parce que, pour encadrer ces jeunes, il faut quelqu'un qui puisse les épauler. Tu peux pas lancer des jeunes comme ça, tout de suite dans le grand bain. Donc, en mettant quelqu'un présent au milieu de terrain, qui voit vraiment globalement le jeu, c'est très important, et de toute façon, il va y avoir des départs, notamment, je pense, comme tu l'as dit, Monconduit, Lobry, et puis peut-être d'autres. Il y a des contrats qui vont être cassés, comme un peu comme l'année dernière si on n'arrive pas à faire partir des joueurs. Ça, c'est totalement probable. Mais oui, il faut des joueurs d'expérience et notamment au milieu de terrain, un profil plus expérimenté et qui voit le jeu. Ouais, et puis c'est pareil, pour en finir sur cette idée de milieu de terrain-là, c'est que finalement Bouchoirie et Mouefek, ça reste aussi assez jeune, même si c'est bien encadré par un Tardieu qui est plus ancien, lui, de son côté. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de se pencher sur ce profil-là. Et en dernier pas, je me suis noté un latéral gauche. Alors moi, je suis assez satisfait du début de saison de Petro dans ce profil-là, mais c'est pas un latéral gauche de métier. Comme tu dis, c'est important dans le football moderne d'avoir un défenseur latéral capable de se projeter, capable de distribuer des bons ballons. Donc, comme on avait avec Nkunku, de retrouver un profil similaire, un profil, comme tu l'as dit, capable de distribuer les ballons pour nos joueurs offensifs. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai noté et également dans la rotation, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, que ce soit à droite ou à gauche, si Apia se blesse et si Petro se blesse, on n'a plus personne. Donc c'est un profil sur lequel il faut travailler sur ces deux côtés, que ce soit latéral droit ou latéral gauche. Euh, et de manière plus globale, peut-être aussi un profil voilà plus offensif que Léo Petro pour apporter du dynamisme au visage offensif de l'AS Saint-Étienne. Il faut quand même se rappeler et ça, c'est que ce mercato-là va être un peu comme à l'image des mercatos précédents, c'est que Saint-Étienne a pas d'argent pour recruter, donc ça va se faire sur des prêts ou sur des joueurs qui viennent de divisions peut-être moins connus, des profils moins connus. Donc j'attends de voir. Également, ça me fait aussi me poser la question sur la suite pour la S Saint-Étienne. Un sujet qui revient avec insistance, c'est la vente du club. La vente du club, plus globalement.
qu'on attendait pour cet hiver, puisque le, le, le cabinet qui s'occupe de ce sujet-là, KPMG, le partenariat avec ce cabinet-là prend fin le 30 décembre. Donc j'attendais une bonne nouvelle pour 2024. Malheureusement, ça me paraît très compliqué. Euh, euh, on se rend compte que c'est pareil, c'est un sujet sur lequel on a vu passer beaucoup de choses, on a vu passer beaucoup de noms, mais à l'heure actuelle et la position de Saint-Étienne au classement n'intéresse pas vraiment, ce que je peux comprendre. Après, Saint-Étienne reste un club attractif, donc ça intéresse quand même du monde, mais on n'a pas vraiment de bonnes nouvelles à ce niveau-là, et c'est quand même quelque chose qui est primordial pour Saint-Étienne depuis plusieurs saisons maintenant, mais qui devient de plus en plus important. Et de toute façon, ça fait aussi suite à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu remontes en Ligue 1 à la fin de cette saison, avec le potentiel portefeuille de nos actionnaires à l'heure actuelle, tu peux pas faire grand-chose sur un mercato, et la remontée en Ligue 1 ne changera pas grand-chose. Ce qui se passe en plus à l'heure actuelle en Ligue 2, c'est que Saint-Étienne est un club taillé pour jouer la Ligue 1, donc on s'appauvrit plus qu'on s'enrichit en Ligue 2. C'est le cas aussi pour Bordeaux qui est dans le même état d'esprit. Et en plus de ça, on a deux dirigeants qui veulent plus mettre d'argent dans les caisses. Donc voilà, la suite et ce mercato-là est aussi lié, je pense, étroitement à la vente du club, qui malheureusement me paraît compliqué pour ce mois de janvier. Il y a peu de chances que le club soit vendu d'ici là, hein. On n'entend même plus parler de cette vente et puis malheureusement, enfin, on n'entend plus parler, on a assez entendu parler il y a quelques semaines, mais là on n'entend même plus rien quasiment. Et Mm. puis il y a tellement eu d'informations, il y a tellement eu de choses qui sont sorties. C'était aussi pour calmer les supporters après la descente. C'était pour tellement de choses. Et qui a envie aujourd'hui de mettre les pieds là? Il y a tellement de choses à construire avec un club comme Saint-Etienne, ça c'est évident, avec les supporters, avec l'engouement qu'il y a autour. Il y a tellement de choses à construire. Mais le problème, c'est que la situation du club aujourd'hui, d'autant plus en Ligue 2, et puis bah, le contexte, toutes les tensions qui existent un peu de partout. Franchement, quelqu'un qui a de l'argent, c'est qu'il est quand même un minimum intelligent parce qu'il sait gérer ces choses-là. Bah, je pense pas qu'il a envie de se mettre dans ce projet-là et puis et prendre des risques avec son capital financier pour construire un projet avec Saint-Etienne. À la limite, peut-être que si on monte en Ligue 1, il y a des choses qui peuvent changer. Et à ce moment-là, peut-être que quelqu'un voudra investir dans un club comme Saint-Etienne. Mais à l'heure actuelle, j'y crois pas du tout à cette vente tant qu'on sera en Ligue 2. Et surtout, le problème, c'est que quand il n'y a qu'une personne qui vend, ça va. Mais quand tu as deux personnes qui vendent, bon, ça, déjà, Romeyer a racheté les parts qui étaient à l'état de Carvalho. Mais quand il y a en plus deux personnes qui vendent, Cayazo et Romeyer, c'est très très difficile, on sait, pour ces deux hommes de s'entendre. Donc il y en a un qui sera d'accord avec un actionnaire, un avec un autre. Mais on le voit, c'est ça qui retarde aussi la vente. Et malheureusement, tu as beau confier ça à qui tu veux. Avec KPMG, ça se termine dans quelques jours. Mais avec n'importe qui, ce sera exactement la même chose. Parce que déjà, il faut pas vendre à n'importe qui, hein. Je dis pas qu'il faut vendre pour vendre, ça c'est sûr. Il faut regarder des projets qui sont intéressants. Il y a eu peut-être des projets intéressants dans le lot. Mais le problème, c'est que les deux actionnaires se sont pas entendus et c'est très compliqué, quoi. Mais on s'en sortira pas de toute façon tant qu'on n'aura pas vendu ce club. C'est ce qui met un climat aussi instable et bah, qui résonne partout, que ce soit au niveau de l'effectif, de nos résultats sportifs et dans tout le contexte du club. Donc il faudra une vente très rapide, mais à mon avis, c'est pas dans les prochains mois que ça va arriver. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour cet hiver, moi, c'est la même chose. Je pense que ça me paraît très compliqué. Peut-être pour l'été prochain, et avec, on l'espère, une remontée en Ligue 1 et peut-être plus d'engouement de la part d'autres actionnaires pour venir investir dans cette équipe. Mais
voilà, ça me fait avancer sur la conclusion, à savoir est-ce que tu restes quand même malgré tout assez confiant pour cette remontée en Ligue 1 et du coup remonter en Ligue 1 qui peut aussi amener d'autres sujets et notamment la vente du club et un regain de passion de beaucoup de supporters qui je pense sont globalement pour la plupart au fond du trou depuis cette descente en Ligue 2. Oui, je vais me répéter par rapport à tout à l'heure, mais je l'attends cette remontée en Ligue 1. Je l'attends, donc j'y crois. Heu, quand on est descendu là, j'étais au stade, c'était abominable quoi. J'avais qu'une envie, c'était, qu'on rejoue le match et que je pensais que c'était pas vrai quoi. Mm. Et forcément, la seule chose que j'attends depuis tout ce temps, c'est qu'on remonte. À chaque fois, j'y crois. Voilà, l'année dernière, même quand c'était encore compliqué, je me disais: «On va y arriver, on va faire quelque chose à un moment donné» et la deuxième partie de saison a redonné de l'espoir. Forcément, quand on a entamé la saison là, on avait de l'espoir avec ce qu'on a vu l'année dernière. On a vu que c'était un peu plus compliqué, mais malgré tout, on est quand même plus haut que l'année dernière. On est à quelques points des barrages, qui n'existaient pas l'année dernière. Donc là, j'y crois. Je me dis: «On peut le faire, on peut remonter». Et il suffit, d'un petit supplément d'âme, de recruter, à quelques postes et d'avoir l'envie, la motivation et de faire qu'un entre supporters et joueurs. On a la chance d'avoir un public magnifique qui encourage ses joueurs et ça fait beaucoup, même si c'est très compliqué pour nous à domicile. Mais j'y crois, mais après comme je t'ai dit tout à l'heure, oui j'y crois, mais si on vend pas le club, perso je vais être très heureux, hein, je vais être le premier hyper heureux, à la fin de la saison si on monte. Mais si on vend pas le club, on redescend aussi sec. Il y a un gouffre entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Même les dernières équipes de Ligue 2, elles sont, au-dessus de Saint-Étienne. C'est vrai quoi, ça se voit. Je regarde moins la Ligue 1 qu'auparavant, mais je dis dernières équipes de Ligue 2, je crois. Les dernières équipes de Ligue 1, elles sont au-dessus de Saint-Étienne. Parce que je regarde moins que l'année dernière, notamment la Ligue 1, mais je regarde quand même certains matchs et tu sens que c'est pas la même chose, quoi. C'est des autres principes de jeu. C'est ça joue plus vite. Il y a moins de fautes. C'est pas la même chose. C'est pas du tout le même jeu. Et si on monte en Ligue 1, il va falloir changer grandement l'effectif. Il va falloir vendre si on veut rester. Mais en tout cas, j'y crois pour cette fin de saison. Je suis toujours quand même optimiste, même si ça paraît compliqué également. Mais bon, il faut y croire parce que c'est le projet et on nous a vendu un projet. Bah, voilà, je fais confiance en ce projet, même si, bah, je me pose quand même certaines questions. Ouais, bah oui, moi aussi, je me pose des questions. Maintenant, il faut faire confiance. On a un nouvel entraîneur qui arrive avec ses principes de jeu, capable, qui a aussi l'expérience de clubs compliqués. Il passe notamment par Brest. Brest, ça remonte en Ligue 2 quand Olivier Dalloglio, ça remonte en Ligue 1, pardon, quand Olivier Dalloglio arrive. Il a cette expérience-là de la difficulté. Donc je pense qu'il est capable dans un club comme l'AS Saint-Étienne de remonter. À aussi ce mercato-là, est-ce qu'on va pouvoir se renforcer et réussir l'objectif que l'on se fixe maintenant depuis la descente en Ligue 2. Euh, Runda SSE, merci pour ta participation, c'était vraiment très cool. On peut te retrouver sur YouTube, donc sous le nom de Runda SSE. Un mot pour conclure cette vidéo? Bah, déjà, je te remercie. Moi, c'est moi qui te remercie, de m'avoir proposé. Je suis content de voir que quelqu'un s'est lancé aussi encore sur YouTube. J'ai regardé rapidement ta chaîne tout à l'heure. Tu as fait quand même pas mal de vidéos depuis tu t'es lancé il y a 4 5 jours et tu as fait pas mal de vidéos, donc je suis content. Je vais suivre attentivement ce que tu fais, ton contenu et merci, ton live super bien préparé, beaucoup de questions, voilà, on voit que tu avais envie de le faire et que tu y as mis, tout ton cœur, donc je te remercie. Tu as un discours également qui est très constructif, donc ça va être très intéressant de te suivre et puis, merci et bonne continuation à toi et je prendrai du plaisir à regarder tes vidéos et puis à t'inviter également lors de mes lives. Eh ben, écoute, merci à toi. Amis supporters, on vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation.